Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Durand, homme aux multiples casquettes et au parcours très riche, puisqu'il est à la fois biologiste, ornithologue, scénariste et co-réalisateur de films et documentaires naturalistes. Il écrit et aujourd'hui il est aussi éditeur et directeur de collection chez Actes Sud. Pour ce premier épisode avec Stéphane, on va se concentrer en fait sur la première partie de sa vie, 23 ans passés aux côtés de Jacques Perrin, célèbre acteur, réalisateur et producteur de films. Il va nous permettre de revivre cette fabuleuse aventure qui a vu la naissance de films naturalistes. Jacques Perrin d'ailleurs en parle comme des opéras sauvages, des symphonies naturelles. Vous avez sûrement vu ou entendu parler de Microcosmos, ou bien Le Peuple migrateur, Océan ou Les 4 saisons. Ces films qui ont permis de faire découvrir au plus grand nombre la richesse et la beauté de notre planète et sa biodiversité. Stéphane a eu la chance d'être le témoin, non pas d'une époque, parce que ça signifierait que c'est terminé, mais plutôt d'une aventure incroyable où les films pouvaient durer plus de 8 ans et qui donnait l'occasion en fait de vivre en symbiose avec les équipes de tournage pendant de longs mois, de rencontrer des spécialistes biologistes, de découvrir dans le monde entier des endroits sauvages et pour certains vierges de tout contact humain depuis des années. Bref, vous l'aurez compris, plus que la description d'un métier, Stéphane va nous parler de passion avec beaucoup d'étincelles dans tout son récit. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour, ça va ? Salut Julie. Bon, il faut que je vous avoue que Stéphane n'est pas tout à fait un inconnu pour moi. En fait, non, c'est mon cousin. Bon, vous savez, celui avec qui on part en vacances pendant 2 mois chez les grands-parents. On fait des cabrioles dans la piscine et on joue à des jeux un peu débiles qui exaspèrent profondément nos parents, surtout pendant la fameuse sieste. Voilà, bref, c'est évidemment pas pour ça que je l'ai invité, mais parce que aussi j'ai toujours été un petit peu admirative de son parcours. Pour moi, en fait, il était la preuve vivante qu'on peut partir en fait sur un chemin, dans les études notamment, et se retrouver à exercer un métier, pour moi, qui était totalement différent. Pour toutes ces raisons, un grand merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Bon, alors pour démarrer l'interview, on commence par une question super facile et plutôt perso. Je t'avais demandé un peu de réfléchir en amont si tu avais un livre, un film, une expo, n'importe, un album, enfin peu importe, une œuvre en tout cas qui t'a ému, qui t'a marqué et que tu souhaiterais partager avec nous. Oui, et effectivement, d'abord bonjour à tous. Mais effectivement, en pensant à cette question, j'ai pensé à plein de choses et puis finalement il y a un livre qui ressort vraiment du lot. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas quelque chose auquel on pense spontanément. Et puis c'est surtout comme c'est un livre qui a priori est pour enfants, ça paraît pas très sérieux. Mais en discutant avec des gens qui ont fait un peu le même genre de parcours de vie que moi, ou qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que moi, et au final, on s'est tous avoué qu'on avait la même référence. Et c'est une référence qui paraît complètement anodine et puis qui a marqué énormément de monde. Alors, j'arrête le suspense. Qu'est-ce que c'est C'est ça. que ce livre? Et en fait, c'est un petit journal qui s'appelle La Hulotte. La Hulotte, c'est un petit journal fabriqué par une seule personne depuis le début des années 70, au fin fond de la campagne, dans les Ardennes. Et c'était un instituteur à l'époque, Pierre Déon, qui voulait faire un petit journal sur la vie sauvage autour de son village pour le raconter à ses élèves dans sa classe, puisqu'il était instituteur. Et donc il a commencé une feuille de chou quoi sur un recto verso tapé à la main avec des dessins. Et puis finalement, au fil du temps, cette approche, ce travail a pris énormément d'ampleur. Déjà, il a
Il a affiné son dessin et son dessin maintenant ça devient des chefs-d'œuvre. C'est vraiment des œuvres d'art. Il dessine les plantes et les animaux comme personne. C'est vraiment magnifique. Et il raconte des histoires. Alors chaque numéro maintenant ça s'est vachement étoffé. Hein. Chaque numéro de son magazine c'est sur une plante ou un animal. Et c'est toujours nourri auprès des meilleurs experts, des meilleurs scientifiques, avec les informations scientifiques les plus actualisées. Donc c'est à la fois hyper rigoureux scientifiquement, c'est toujours super drôle parce qu'il aborde tout ça de manière très drôle et c'est très beau visuellement. Et donc ce petit journal, il existe encore aujourd'hui. Hein. Et tu le lisais quand tu étais enfant? Et je me suis abonné quand j'avais 10 ans et je suis D'accord. toujours abonné. Tu Ah, vois, bravo. 40 ans plus tard, je suis toujours abonné à ce petit journal qui s'appelle La Hulotte, qui est sous-titré le journal le plus lu dans les terriers. C'est rigolo parce qu'effectivement, le logo, c'est un petit blaireau qui lit le journal au fond de dans son canapé au fond de son terrier. C'est toujours très empathique parce qu'il met les animaux et les plantes en scène. Il parle souvent à la première personne, il les fait parler à la première personne, donc ça devient vraiment des personnages. Et aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du cinéma animalier que j'ai beaucoup fréquenté, dans le milieu des penseurs de la nature, de l'environnement, le milieu des naturalistes, dans le monde de l'édition, c'est devenu une référence absolue, quoi. Et alors attends, ce qui est étonnant, c'est que du coup, ça veut dire qu'il est capable autant de plaire à des enfants qu'à des adultes, parce que si tu le lis depuis 40 ans, c'est lui qui a évolué et qu'il est devenu un magazine pour Ouais, adultes. ouais, exactement. Il met toujours en scène effectivement une plante ou un animal de son choix. Donc chaque numéro est consacré à voilà à un être vivant. Et pendant 40, 50 pages, il raconte la vie. C'est l'animal en question ou la plante choisie qui raconte sa propre vie. Donc à la première personne du singulier. Et c'est toujours bourré d'anecdotes passionnantes, drôles. C'est raconté avec beaucoup d'humour. Et il y a deux types de dessins. Le dessin scientifique, naturaliste, vraiment de toute beauté à la plume, hyper fin, c'est vraiment très drôle. Et puis il y a toujours, c'est vraiment très beau. Et il y a toujours des petits dessins d'ordre plutôt comique, quoi. Ouais. Euh, euh, caricature et qui apporte la petite touche vraiment drôle sur une anecdote particulière, sur un point de vue. Et le mélange de tout ça avec les données scientifiques les plus récentes, tous les spécialistes sont toujours estomaqués parce que sur tel animal ou telle plante, c'est rigoureusement exact. Il n'y a absolument pas d'erreur. C'est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment la science la plus up-to-date sur telle plante ou tel animal, quoi. Cardéon, c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, qui fait pas beaucoup parler de lui, mais au final, il a des abonnés dans le monde entier. Hein. Il est lu dans le monde entier, et c'est devenu un peu comment dire, une figure tutélaire du monde naturaliste en France. C'est devenu, c'est un peu le loup blanc parce que tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde connaît son travail, mais sans vraiment le connaître. Très très peu de monde l'a rencontré. Il vit un peu très très solitaire dans sa forêt. Et en étant solitaire dans sa forêt, par exemple, ça pourrait être un personnage pour toi à rencontrer. Parce qu'au départ, il est instituteur, quoi. Il est instituteur dans une classe à la campagne. Et puis, il est devenu un auteur mythique, quoi. Vraiment. Ok, merci pour ça, pour cette découverte. Je t'avais posé une deuxième question qui est plus liée à ton métier. Je Ouais, t'avais demandé de réfléchir à une ouais. anecdote qui un peu insolite, alors pas forcément insolite, en tout cas quelque chose que t'as gardé en mémoire et qui t'a marqué et dont tu voudrais Mhm. parler. Je vais te parler de ma première rencontre avec Jacques Perrin. Mhm. Alors que je suis jeune scientifique diplômé, voilà, biologiste avec une spécialité sur les oiseaux, donc je suis ornithologue. A priori, je connais bien la biologie des oiseaux, leur comportement, enfin tout ce qui a trait voilà, à la vie des oiseaux sauvages. Et bon, le hasard de la vie fait que voilà, je rencontre Jacques Perrin, qui est le cinéaste Jacques Perrin, qui venait au moment de notre rencontre de sortir le film Microcosmos, qui a été un carton vraiment planétaire.
Et qui faisait sortir, je trouve, enfin, je sais pas, mais en tout cas, au grand public, des films un peu que tu appelles comment? Naturalistes, non, c'est ça? Alors déjà, c'est des films, hein, ça c'est vraiment, Jacques tient beaucoup au terme de film et plus que documentaire. Que Mais ouais, documentaire, ouais, des ça c'est films, vrai. ouais, des films naturalistes. Naturaliste, ouais. Ouais, il aime bien les expressions de opéra sauvage, symphonie naturelle ou des trucs un peu comme ça, parce que c'est vrai que la musique est très très importante dans nos films. Il y a très peu de voix, il n'y a pas d'explication, et on est dans l'émotion pure, quoi, et dans le ressenti. Donc Je voilà, confirme. il a souvent des métaphores musicales pour parler de ces films-là. Mais donc voilà, j'étais jeune diplômé, voilà, avec ma spécialité biologie des oiseaux et tout. Je rencontre Jacques. Je vais le rencontrer pour la première fois dans son bureau. Alors moi, comme j'étais pas du tout, je sais pas si tu te rappelles, mais absolument pas cinéphile et n'ayant pas eu la télévision, je ne connais pas Jacques Perrin. En plus. Ah, non, tu le connais. Non, mais tu t'étais un peu renseigné avant ou Pas du comment. tout, Ah, t'y allais pas du complètement tout. vierge, jeune vierge effarouchée. Voilà, j'y allais nez au vent, les mains dans les poches, sans savoir qui j'allais rencontrer. Et écoute, donc je le rencontre dans son bureau, on discute bien, le courant passe, c'est vraiment sympa. Et à un moment donné, il me pose une question à laquelle je sais pas répondre. Et je vais te la poser, hein. Il me dit, mais alors, c'est quoi un piaf? C'est quoi un piaf? Et alors, un piaf, moi, je savais pas ce que c'était. Un piaf, pour moi, c'était un terme tellement générique Mais c'était un que, terme argot. Pour moi, c'était un terme argot voilà, pour les oiseaux, quoi. Ouais. voilà, mais voilà, c'est comme s'il m'avait dit, me demandait, bah, c'est quoi un oiseau, quoi. Ouais, vaste question. Mais donc il me fallait des heures pour répondre. Mais c'est quoi un piaf? Et donc devant mon air ahuri, mais qu'est-ce que je peux répondre? C'est quoi un piaf? Et donc il est parti d'un éclat de rire. Il était vraiment mort de rire à ma tête d'ahuri, ne sachant pas quoi répondre à Je la qu'est-ce vois que c'est bien, qu'un cette piaf. tête. Et pendant toutes les années, on a travaillé plus de 20 ans ensemble, hein, 23 ans ensemble, et régulièrement, il me sortait cette anecdote, souvent en situation où, histoire de bien se moquer de moi, mais de façon chaleureuse et attendrie, hein, et quand on avait passé une bonne soirée, voilà, arrosé un événement sympa et tout, il arrivait toujours un moment où, devant le public, Jacques sortait l'anecdote. Bon alors, Stéphane, il sait pas ce que c'est qu'un piaf. Et Ça, donc voilà, c'est devenu ça a marqué notre amitié finalement, et ça a été l'événement un peu, ça a été le début de la légende quoi, Mais attends, et c'est quoi la fin de l'histoire? Enfin, je veux dire, c'est quoi du coup? Non, mais de il quoi y a tu une veux savoir ce réponse que à c'est ça? qu'un piaf? Ben oui. Attends, ne me raconte pas l'histoire des oiseaux hein, depuis la nuit des temps, mais c'est qu'il y a une vraie réponse. Oui, le piaf c'est le nom affectueux qu'on donne aux moineaux de Paris. Ah d'accord, ok. Bah tu vois, ça je savais pas. Voilà. Ok. Oui, c'est ça, les piafs, c'est les petits moineaux qu'il y a dans Paris et qui viennent manger des graines ou des miettes dans la main et qui sont dans les parcs, sur les trottoirs. Voilà. D'accord. Et lui étant un gamin de Paris et de la proche banlieue, je crois qu'il a dû naître à Asnières, il a grandi entre Asnières, Paris, enfin vraiment en milieu hyper urbain. Urbain, ouais. Euh, donc le piaf pour lui, ça a été le compagnon de tous ces journées de balades d'école buissonnière dans Paris, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc pour lui, le piaf, c'était évidemment le moineau, ça posait pas de question, quoi. Et de voir que le spécialiste qui arrivait de l'université, frais et moulu, ses études justement sur les oiseaux, la première question, le premier oiseau auquel il pense, voilà, Stéphane le connaît pas, donc Tiens, c'est j'ai vraiment, coincé l'expert en ornithologue, quoi. voilà, exactement. Dès la première question, déjà, et donc voilà, c'est devenu notre private joke et régulièrement il revenait là-dessus Bon, donc en ouais, se ben, marrant. en tout cas, belle rencontre, parce qu'on va en parler, mais effectivement, ta rencontre a été plus que importante dans le reste de ton Carrément, ouais. parcours, quoi. Donc, bah, alors justement, bonne transition, merci pour l'anecdote. Avant que tu nous expliques ton métier, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le début. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait des études de bio, tu peux nous en parler un peu plus? J'ai fait des études tout à fait classiques de biologie à l'université, ce qu'on appelle maintenant un master, quoi, ce qui s'appelait à l'époque licence maîtrise DEA.
Ouais, c'est ça, t'es allé jusqu'au DEA, hein. Oui, oui, Ok. c'est ça, DEA en écologie générale et dynamique des populations, qui est une spécialité sur les oiseaux de mer, et plus précisément, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'allais étudier les mouettes tridactyles à la pointe du Raz, en Bretagne. Voilà. Oui, je m'en souviens. Ouais, ouais, ça nous faisait rire, effectivement. Ouais, 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 ok. ouais. Et puis j'étais dans un laboratoire hyper compétitif, l'un des meilleurs labos de France. Et finalement, j'ai pas continué en thèse parce qu'il fallait vraiment décrocher une bourse de thèse. Il y en avait assez, il y en avait très peu. Et voilà, bref, j'ai pas décroché de bourse de thèse et donc pas de bourse de thèse, bah pas de thèse quoi. Bien sûr. Dans ce labo en tout cas. Il y avait d'autres labos qui prenaient des étudiants en thèse sans bourse, mais pas dans celui-ci. On va dire qu'il y a un petit côté élitiste. Bref, donc moi je me suis retrouvé un peu démuni parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. Puis finalement, avec le recul, c'est peut-être ça a été une bonne occasion parce que finalement pour me voilà reprendre un peu mes esprits après cet échec, j'ai fait un deuxième DEA en histoire et philosophie des sciences. Là, ça m'a vraiment donné une, une profondeur de réflexion sur qu'est-ce que la science et son histoire. Euh, Ça m'a donné le goût encore plus de lire et d'écrire que j'avais déjà avant. Et comme ça me dégageait du temps libre, j'ai commencé à écrire des piges. Je suis devenu comme ça. C'est l'année où je suis devenu progressivement journaliste scientifique pour le cahier science pardon, de Libération et pour Science et Vie, le Ouais, mensuel bien sûr Science et qu'on Vie. connaît. Ok. Et à ce moment-là, quand tu faisais des études, tu avais en tête un métier ou pas? Ah, pas du tout, pas du tout, du tout. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes propres filles, c'est ne pas chercher, ne pas viser un métier en particulier, surtout à notre époque où le monde change tellement vite que si tu commences à te préparer à un métier, une fois que tu as ton diplôme, le métier a déjà disparu. J'exagère, mais non, 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 moi j'ai fait, et c'est ce que me disaient mes parents, c'est étudie ce qui t'intéresse. Et l'université, pour moi, ça n'a jamais été un endroit pour préparer à un métier. Et c'est pour ça quand les discours qui disent voilà l'université doit préparer des formations professionnalisantes, moi ça m'est totalement étranger. Moi l'université c'est simplement l'accès au savoir et voilà auprès des plus grands spécialistes qui sont les professeurs de l'université. Moi ce qui m'intéressait à l'époque c'était de savoir le maximum sur la biologie des oiseaux. Donc j'ai fait des études pour en savoir le maximum sur la biologie des oiseaux. Qu'est-ce que ça allait me donner comme métier? J'en avais strictement aucune idée et même à la limite ça m'intéressait Et pas rien quoi. à faire, quoi. Et les choses sont venues finalement se sont enchaînées naturellement entre guillemets sans que je contrôle rien quoi. Ouais, parce qu'en fait, au final, tu avais développé une connaissance, une expertise qui fait que les gens. Enfin, tu as rencontré les bonnes personnes, quoi. Voilà. Donc, tu es allé vers les oiseaux. Tu aurais Ouais. pu faire tout autre chose, d'autres Ouais. animaux ou d'autres Ouais. éléments de la nature. Hein, ça aurait pouvait Ouais, être ouais, les tout à fait. plantes, par exemple. Mhm. Ça, du coup, tu as quand même fait ce choix-là. Qu'est-ce qui te plaisait plus que le reste? Dans les oiseaux, plus que les insectes, les mammifères, les champignons, c'est ça? Alors, on peut faire toute la liste, mais ouais, ouais, ouais. Les oiseaux, moi, je crois que c'est un truc. Beaucoup d'adolescents sont intéressés par les oiseaux. C'est un groupe d'êtres vivants qui est assez fascinant, assez facile à étudier, plus que d'autres, et qui est porteur de beaucoup de symboles, qui est très très évocateur. Le vol à tire-d'aile dans le ciel, l'aisance déconcertante voilà, de traverser le ciel, les promesses de voyage, tous les oiseaux migrateurs Hmm. qui te passent au-dessus de la tête, qui passent d'un horizon à l'autre, qui vont survoler des pays, visiter des pays qu'on visite pas nous jamais, ils font ça 2 fois par an. Ouais. Tout ça, c'est fascinant. Beaucoup de jeunes enfants sont fascinés par les oiseaux plus facilement que par d'autres groupes qui sont peut-être un peu plus arides, un peu plus ardus à, à percer, quoi. Ok. Euh, Donc, tu as commencé à écrire et à être pigiste. Ça a ouais. duré combien de temps, ça, cette partie-là?
Oh bah ça a pas duré très longtemps parce que finalement j'ai vite croisé Jacques Perrin. Donc j'étais en train de faire mon trou en tant que c'était journaliste scientifique et c'est à ce moment-là que je rencontre Jacques. Donc et qui me propose de partir avec lui faire le tour du monde pour observer et filmer les oiseaux. Trop dur. Donc qui est comme on vient de dire voilà ma passion d'enfance quoi. Donc j'ai pas hésité très longtemps Tu m'étonnes. voilà, partir avec l'équipe qui venait de faire Microcosmos, un succès mondial, pour faire la même chose avec des oiseaux. Allez, pour moi, c'était la promesse de parcourir le monde, d'aller voir des oiseaux que je connaissais, mais dont j'avais une connaissance seulement livresque, quoi. Et j'allais pouvoir aller sur le terrain avec des équipes de cinéma, avec les meilleurs experts de telle ou telle espèce, tel ou tel endroit. Ouah, pour un jeune, c'est génial, quoi. Et l'aventure qui devait durer au départ que quelques temps, et finalement, de fil en aiguille, ça a duré plus de 23 ans, quoi. Alors, et donc, sur ce premier film, quand tu arrivais, donc c'était Les Oiseaux, Ouais, c'était pour le film Les Oiseaux, c'est ouais. ça? Le Euh, peuple migrateur. le peuple migrateur, pardon. Ok. Le scénario était déjà écrit, enfin, à quel stade le film était quand tu as rejoint l'aventure? Alors, bah, quasiment au tout début, au stade zéro, puisque, comme je te le dis, Jacques venait de faire Microcosmos, qui, étant un succès, lui a ramené beaucoup de moyens financiers. Et là, il s'est dit à ce moment-là, ouais, j'ai enfin, je pense, les moyens de réaliser mon rêve d'enfant. Parce que pour lui, c'était un rêve d'enfant, tu vois. Son rêve d'enfant a rencontré le mien. C'était parcourir le monde à tire d'aile, quoi. Ouais. Et là, il avait peut-être enfin les moyens financiers, la crédibilité, l'expertise pour mettre à bien ce projet. La seule chose qui lui manquait finalement, c'est que, à part le seul oiseau qu'il connaissait, c'était le piaf, le piaf de Paris, le seul que moi je connaissais pas. Donc Vous finalement, étiez complémentaires, du coup. voilà, nos incompétences ont été complémentaires, on va dire. Et donc il avait besoin de quelqu'un à côté de lui qui connaisse les oiseaux, qui connaissent leur comportement et puis qui sachent rentrer en contact et discuter avec les experts, les ornithologues, grands professeurs d'ornithologie du muséum, de l'université Appel, de tel laboratoire à l'autre bout du monde. Et puis il fallait créer un réseau de ces spécialistes, puisque nous on voulait aller dans le monde entier. Donc voilà, donc là voilà ce qu'il me propose quand on se rencontre. C'est le former lui au monde des oiseaux et puis apporter la matière pour écrire le scénario, que le scénario ne raconte pas n'importe quoi, hein, que voilà qu'on s'attache vraiment à tel comportement de tel oiseau, c'est bien à tel endroit, à tel moment, voilà. Pour ça, j'avais carte blanche pour contacter les scientifiques du monde entier pour créer ce réseau de conseillers scientifiques finalement. Donc, euh, donc voilà comment je suis rentré dans l'aventure. Mais au départ, alimenter sa réflexion sur le comportement des oiseaux, au départ, ça devait avoir un temps très limité. Au départ, ça devait durer que quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire que tu étais censé être consultant et puis après, Voilà, lui reprenait avec exactement. l'équipe classique le Exactement, c'est tournage, quoi. ça. Ok. Voilà, c'est ça. Je vais apporter une consultation au début, et puis la consultation s'est éternisée parce qu'évidemment le monde des oiseaux, ce ne sont que entre guillemets 10 000 espèces dans le monde entier, mais c'est quand même 10 000, c'est quand même énorme. C'est bien moins que les insectes, que les fleurs, que les poissons, mais 10 000 c'est déjà énorme. Et en savoir tout savoir sur ces 10 000 espèces d'oiseaux, il faut plus d'une vie, quoi. Donc, de fil en aiguille, à chaque fois que j'apportais une réponse à une de ces questions, une réponse ouvrait 10 autres questions, quoi. Donc, le mouvement était sans fin. Son attrait et son enthousiasme était piqué au vif, quoi, finalement. Donc, plus il en savait et plus il se rendait compte qu'il y en avait encore plus à savoir. Donc la machine s'est lancée comme ça. Et de fil en aiguille, les quelques semaines que ça devait être au début se sont transformées en quelques mois. Et puis de quelques mois, j'ai accompagné tout le film depuis les premières idées jetées sur le papier jusqu'à la promotion du film, quoi, en salle. Une fois que le film est sorti,
participé à toutes les étapes de fabrication. Alors, justement, tu dis, en fait, il te posait des questions, parce que j'essaie de comprendre qui est quand même à l'initiative, en fait, du scénario. Alors, j'ai plein d'autres questions, Ouais. mais ça veut dire quand même que là, à ce moment-là, c'est lui qui tire encore, enfin, c'est lui qui tire les ficelles, c'est-à-dire que c'est lui qui sait déjà un peu vers où il veut aller. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il te pose des questions précises sur est-ce que c'est crédible, est-ce que donc il avait quand même un peu l'histoire et le fil conducteur en tête et c'est lui qui était à la manœuvre de ça. Non, non, Jacques travaille pas comme ça. Et je m'en suis rendu compte, je le savais pas à l'époque, mais je m'en suis rendu compte après sur les films qu'on a fait ensuite, hein, comme Océan ou Les Saisons. Jacques, il travaille à partir de d'émotions et de sensibilité et d'envie. Quand je l'ai rencontré sur le Peuple migrateur, donc c'était au printemps, ça devait être en avril, mars ou avril 1997, tu vois. Ça, Donc ça il y a remonte. plus de 23 ans. Wouhou, ça remonte. Non, il avait envie de parcourir le monde à tire d'aile, c'est tout. Ça allait pas plus loin que ça. C'était après avoir plongé dans le milieu, dans le monde des insectes d'une prairie. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va maintenant parcourir le monde à tire d'aile avec les oiseaux migrateurs. Ah, mais c'est tout. Voilà, son projet, ça s'arrêtait à cette phrase-là. Parcourir le monde à tire d'aile avec les oiseaux migrateurs. Ah oui, parce qu'il y a des oiseaux migrateurs, mais il y en a qui sont pas migrateurs. Ah, alors c'est pas n'importe lesquels. Donc si on veut parcourir le monde à tire d'aile avec les migrateurs, on peut pas choisir n'importe lequel. On peut pas prendre le piaf par exemple, Ouais, ouais. qui migre pas. Mais alors lesquels migrent pas. Mais alors s'il y en a qui migrent et d'autres migrent pas, bah, pourquoi ceux qui migrent? Quel est l'intérêt de migrer? Alors, voilà, donc il faut répondre à cette question-là. Alors lesquels migrent et pour aller de où à où et pourquoi ils migrent et en passant par où? Ils suivent quelle route? Et ils font le voyage d'une traite ou ils s'arrêtent? Ils mettent combien de temps? Enfin, alors là, et évidemment, pour chaque espèce, et voire même chaque population, les réponses sont différentes. Donc là, il faut, Il a créé le film en fait au fil de sa curiosité en fait. C'est voilà, ouais ouais. exactement. Ah super Au intéressant. fil de D'accord. sa curiosité que j'essayais d'étancher avec toutes mes connaissances et puis toutes les connaissances, tout ce que j'allais chercher moi dans les livres et dans les publications scientifiques et dans mes contacts avec les scientifiques que je sollicitais. Et puis même, ça a continué alors même que le film, qu'on avait commencé à tourner le film. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes phases justement de film? De préparation d'un film, alors ça peut être Les Peuples Migrateurs ou un autre que tu as fait avec Jacques Perrin, et toi ton rôle dans chacune de ces phases. Mhm. Voilà. Et combien de temps ça dure et qu'est-ce qui s'y passe, voilà. Ouais. Alors avec un petit préambule, c'est que ces aventures cinématographiques avec Jacques Perrin, c'est absolument hors norme. Il faut absolument pas prendre ce que je vais te raconter comme étant la norme classique de comment on fait un film de cinéma. C'est hors norme dans tous les sens, au niveau du budget, du temps consacré. Chacun de ces films, ça a été 3-4 ans en moyenne Bien sûr. euh, de fabrication, depuis l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'au montage. Océan, ça a duré 8 ans. 8 ans pour faire le film Océan. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc voilà, ce que je vais te dire, ça concerne uniquement ces films-là hors normes voilà, c'était possible à une époque. C'est le témoin d'une époque qui n'existe plus aujourd'hui, je dirais. Maintenant, on fait ce genre de film complètement autrement. Euh, voilà, je suis le témoin d'une époque très très particulière et de la façon de travailler très particulière d'un homme très particulier, quoi, qui est, qui est Jacques Perrin, qui était vraiment un enfant du cinéma. Hein. Il s'est mis à faire du cinéma alors qu'il était gamin, du cinéma et du théâtre. Lui, il est né dedans et voilà, sa vie, c'est le cinéma. Et, et bien avant de faire des films animaliers comme Microcosmos et tous les films qui ont suivi, il a eu une immense carrière à la fois d'acteur, de producteur. Il a gagné les plus grands prix, les prix les plus prestigieux. Hein. Il a eu des Césars, des Oscars. Voilà, bien avant de commencer à faire des films sur la nature. Ouais, ouais. Bon, Et t'as été donc, plus que témoin parce que t'as quand même été acteur aussi dans ces aventures-là, hein, quand même. oui, oui, oui. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que si on voulait faire un film comme Océan aujourd'hui, on ferait absolument pas comme on l'a fait à l'époque.
Donc c'est pas un exemple à suivre. C'est juste pour dire que c'est le témoin d'une époque et d'une façon de travailler qui est propre à Jacques Perrin finalement Ouais, ouais, ok, ok. à cette époque. Ok. Donc voilà. Et donc du coup les grandes phases, ce que tu, même si c'est hors norme, peu importe, moi j'essaie de comprendre comme, comment ça s'est passé, un film comme Les Ouais. Peuples Migrateurs. Ça a été quoi ta vie pendant le film des Peuples Migrateurs en gros? Ouais. Et ben alors déjà au début toute une phase assez longue qui dure, je dirais, au moins un an de recherche de la bibliographie pour nourrir ces questions. Toutes ces données, toutes ces connaissances, on les hiérarchise, on dit, ouais, bon, bah, ça, finalement, ça nous intéresse pas. On commence à faire le tri là-dedans D'accord, donc pour faire on est ce d'accord film. que dans cette phase-là, t'es même pas en train de parler d'un scénario. Là, vous êtes en train de vous nourrir et vous inspirer en gros. Voilà, là, on est en train de se nourrir et de s'inspirer pour sortir les données scientifiques qui vont nous permettre de structurer le scénario. Et donc après, on a sélectionné les espèces charismatiques qui témoignent de tel type, de telle façon de migrer plutôt que de telle autre. Tu vois, pour avoir une diversité d'oiseaux et de comportements, de paysages traversés à l'écran. Les choses se précisent tout doucement en fonction aussi des envies de Jacques. Euh, il y a des espèces, il y a des oiseaux que Jacques, ça l'intéressait pas. Il avait pas envie de les voir à l'écran. Euh, Oui, c'est pour ça que euh, c'est différent d'un documentaire. On n'est pas là pour être exhaustif et tout raconter, pas d'être du neutre. tout, On est tout là à pour fait. faire un éclairage particulier en fonction de l'envie, quoi. Ok. Voilà, et de la sensibilité de Jacques et de son envie qui était de montrer à travers le vol des oiseaux, donc des oiseaux assez différents, pour que voilà, qu'il y ait de la variété à l'image, qu'il y ait aussi une diversité de paysages. Il voulait montrer, c'était un peu c'était l'époque où venait de sortir le film d'Artus Bertrand, Ouais, La Terre vue du ciel, qui a été un carton planétaire aussi. C'est un livre édité par les éditions La Martinière, qui est un très grand format qui coûtait cher mais qui s'est vendu dans le monde entier ouais, parce ouais. que c'est la première fois qu'on observait la Terre vue du ciel dans la diversité de ses couleurs, de ses formes, de ses paysages. Et Jacques, finalement, il voulait faire un film qui représente cette diversité, mais voilà, plutôt qu'un livre de photos, il voulait en faire un film de cinéma. Mm, Et mm. que le regard soit pas un regard vu depuis un hélicoptère, comme Artus Bertrand, mais à travers le regard des oiseaux qui, eux, c'est leur quotidien. Cette terre photographiée par Artus Bertrand, c'est le quotidien des oiseaux que nous, on a accompagnés en vol. D'accord. Tiens, en fait, c'est drôle, j'avais jamais raconté le film comme ça. C'est, c'est pas mal, ça a de la gueule. Euh, Je suis là pour te permettre de bien gérer, tu vois, la promotion des films que tu as fait. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que j'ai, Ouais, voilà. génial, super, Ouais. merci Julie. Ne me remercie pas. Non mais voilà, c'est ça, c'était montrer la diversité et la beauté de tous les visages de la Terre, vus du ciel, mais un regard pas impersonnel et au contraire un regard incarné. Et qui mieux que l'oiseau qui survole ce paysage peut incarner ce regard. Et donc évidemment, chaque oiseau ne survole pas le monde entier. Un oiseau migrateur a une route très précise, donc si on veut montrer toute la planète, il faut multiplier les routes, donc les espèces d'oiseaux migrateurs. Donc voilà un peu, c'est le canevas qui nous a permis de faire la sélection parmi les 10 000 espèces d'oiseaux, qui nous a permis de sélectionner celles qu'on allait mettre à l'écran, quoi. Ok. Donc là, c'est cette première phase, effectivement. Voilà. Et vous arrivez à une deuxième phase qui est quoi? Vous commencez à écrire le scénario, c'est ça, à ce moment-là? Et oui, oui, ben, en parallèle, plus on commence à défricher ces connaissances ornithologiques avec ce regard-là, ce que je viens de te dire, là, voir la planète avec les oiseaux, comme on commence à mettre de côté les bonnes espèces, avec les bons trajets migratoires au-dessus de tel paysage qui nous intéresse. Et voilà, et on constitue petit à petit notre trésor de guerre, enfin on fait le casting, voilà. On fait le casting des bonnes espèces d'oiseaux qui nous intéressent. Parce que déjà, ils sont beaux, ces oiseaux sont beaux, et puis surtout, ils offrent un parcours migratoire qui nous intéresse parce que on veut survoler les déserts volcaniques glacés de l'Islande. Ah ouais, ben, il n'y a pas 50 000 oiseaux qui survolent l'Islande, il y en a même très peu.
Donc voilà, le choix. J'imagine qu'au-delà de la découverte des paysages, tu as aussi quelle est la spécificité de cette espèce et Bien sûr, comment on va pouvoir la mettre en avant. Alors j'en sais rien, comment elle niche, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle chasse. Et j'imagine que vous tout à fait. commencez aussi à les mettre, à rajouter à ce scénario, à ce fil de trajet, et donc de paysages associés, aussi à rajouter des éléments qui constituent la vie en fait de chacune de ces espèces. Et donc, et Exactement, donc vous commencez c'est à exactement constituer ça. des scènes, quoi, les fameuses scènes, quoi. Voilà, c'est ça, parce que le trajet migratoire, finalement, ce n'est qu'entre guillemets une parenthèse dans la vie des oiseaux. C'est le moyen de rallier l'endroit où ils nichent à l'endroit où ils vont passer l'hiver et la mauvaise saison, quoi, dans des conditions plus clémentes. Parce que là où ils ont niché, bah, c'est la météo, le mauvais temps est arrivé, la mauvaise saison est arrivée et les conditions de vie deviennent impossibles pour cette espèce. Donc elle doit partir, puisqu'il est impossible pour elle de vivre en plein hiver à cet endroit-là. Et donc la migration, c'est simplement pour aller d'un endroit où elles ont passé l'été à se reproduire à l'endroit où elles vont passer l'hiver, en attendant que la belle saison revienne à l'endroit où elles vont de nouveau se reproduire. Du coup, dans le film, on montre des scènes de reproduction. Donc, qui dit reproduction dit parade nuptiale. Donc, joli plumage, danse, toute l'exubérance de cette fête, hein, de cette fête de la vie qu'est la parade nuptiale. Il y a tout ça, ces animaux, évidemment, pour vivre, eh ben, ils mangent, ils chassent, ils pêchent, donc il faut qu'on les voit dans ces actions-là. Dans les actions de migration, de vol, évidemment. Donc, ils rencontrent des prédateurs. Donc voilà, finalement, le peuple migrateur, c'est pas que un film sur le vol et la migration des oiseaux, c'est tout ce qui l'entoure aussi. Alors tu touches justement un truc, c'est que tu as dit ils se font chasser, ils s'accouplent, etc. Bon, c'est pas des acteurs, quoi. Donc tu dis pas scène 4, allez, troisième prise, vous y retournez, quoi. Et puis, oh, merci, c'est bon, vous pouvez aller dans votre loge. Moi, c'est une de mes questions, c'est parce que comme à la fois tu écris un scénario dans lequel tu as finalement un objectif, donc tu te dis j'aimerais Ouais, voir cette scène-là, mais cette scène-là, en ouais, fait, tu peux pas la provoquer. Donc ça veut non. dire quoi? Ça veut dire que est-ce que ça veut dire deux choses? Tu es buté et tu restes 6 mois s'il faut jusqu'à ce que tu tombes sur la scène que tu voulais et que tu peux tourner? Ou bien justement, c'est aussi la spécificité de ce genre de film, bah, tu adaptes ton scénario à ce que tu vois, à ce que tu observes en arrivant sur place. Eh bien, les deux, mon capitaine. Alors justement, l'une de mes occupations, c'était de contacter les gens de terrain, les spécialistes de terrain, pour qu'ils puissent nous, autant que faire se peut, nous garantir que telle scène et tel comportement de tel oiseau à tel endroit se déroule, voilà, vraiment à tel endroit et à telle époque. Et à ce moment-là, on envoie l'équipe, et souvent j'accompagnais l'équipe d'ailleurs, en présence du scientifique en question, et on allait se tanker, se cacher en affût ou à l'endroit qu'il nous indique, parce que il nous a assuré que voilà, tels oiseaux allaient parader à tel moment de l'année, à tel endroit, et voilà, à tel moment de la journée. Et donc là, il faut qu'on s'arme de patience. On s'arme de patience et des fois, les jours, les semaines passent, hein, et avant on obtienne la scène. Donc effectivement, il y a beaucoup de patience sur le terrain. Et puis c'est la nature. Donc la nature, elle est toujours imprévisible. Et des fois la scène qu'on attend, elle se passe le premier jour. Des fois, elle se passe pas du tout, mais une autre scène à laquelle on n'avait pas pensé va se dérouler. Et c'est là l'intérêt du fait que je sois avec l'équipe sur le terrain. C'est-à-dire que moi, comme je connais parfaitement le scénario, vu que je l'ai écrit avec Jacques, que je connais les envies de Jacques, je peux tout de suite réagir en disant ah, cette scène, on n'y a pas du tout pensé, on l'a pas écrite, mais ça va beaucoup plaire à Jacques et ça va trouver sa place à tel endroit dans le film, donc on la filme. Alors, attends, et juste du coup, une autre question, ça veut dire que Ouais. vous filmez, quoi, vous laissez la bobine se défiler, ça c'est une remarque de vieux, hein, mais pas la bobine, mais tu vois, est-ce que le film il tourne pendant des jours et des jours non-stop et tu cut? Ou enfin, quand le passage qui t'intéresse? Parce que tu fais comment pour être sur le qui-vive et être en capacité Alors, de. t'as raison, à l'époque, on filmait en 35 mm, donc c'était vraiment du vrai film, la vraie pellicule, hein, la gélatine.
Donc avec des magasins, ce qu'on appelle le magasin, c'est la bobine, hein, et ça fait en général 3 à 4 minutes. Donc on peut pas tourner, puis ça coûte super cher. On peut pas laisser la caméra tourner en continu. C'est l'art des cinéastes. Il y a des gens dont c'est le métier, les cinéastes animaliers, qui savent filmer la nature comme personne et qui sont là, l'œil rivé à l'œilleton de la caméra, dans leur affût, cachés derrière les buissons et qui vont déclencher la caméra au moment où le comportement souhaité va se passer, quoi, pour économiser la pellicule, justement. Ou autant que faire se peut, hein, mais c'est sûr que des films comme ça, on a quand même énormément de rush. Hein. Je me rappelle plus vraiment pour Le Peuple migrateur, mais pour Océan, c'est des films qui font 1h30 en général, 1h30, 1h40 hein, au cinéma. Mais là, pour Océan, on avait 490 heures de rush. Waouh. Pour te dire, ouais. Ça résume beaucoup le côté hors norme dont tu parlais tout à l'heure, hein, de ce genre de film. Alors juste pour reprendre l'architecture globale de la production, comme on disait tout à l'heure, la première année, c'est une année de recherche hein, et où on se nourrit, mais en même temps, il y a les équipes techniques qui se mettent en place et au bout d'un an, on est capable d'avoir déjà un premier plan de travail. Ce qu'on appelle un plan de travail, c'est un premier calendrier de tournage en disant, ok, bah, ce comportement de tel oiseau nous intéresse, c'est à tel endroit du monde, à telle époque de l'année, donc ce serait bien d'avoir tel type d'équipe avec tel type de matériel à cet endroit-là. Et puis le mois d'après, filmer tel autre oiseau avec telle autre équipe. Donc pendant que moi je m'alimente de toutes ces informations, en même temps, on est en train de mettre en place ce plan de travail. Et au bout d'un an, on peut commencer à lancer les premiers tournages. Alors même qu'on continue à se nourrir, à enquêter, à affiner le scénario. Les choses vont se mettre en place en parallèle à ce moment-là. C'est à nous mettre à la disposition finalement de la nature et du rendez-vous que nous donnent les oiseaux. Mais eux nous attendront pas en tout cas, c'est sûr. Et comme et sur ce plan de travail, c'est ça qui est fascinant. C'est visuellement un plan de travail sur ce genre de film, c'est un truc de dingue parce que c'est comme un immense calendrier où tu as, pour chaque semaine de l'année, voilà, t'as telle espèce à filmer à tel endroit. Mais en même temps, tu as une telle autre espèce qui fait un autre comportement à un autre endroit du monde, mais à la même époque. Donc tu vois, tu as un calendrier comme ça qui se densifie énormément et dans laquelle on va jouer, on va placer comme des pions nos équipes de cinéma, Oui, parce que j'imagine que du coup, tu peux de avoir caméramans. deux équipes qui tournent en parallèle à deux endroits parce que Et ben vous ne voilà. pouvez pas rater les deux créneaux, quoi. Même pire que ça pouvait monter à 5 ou 6 équipes en même temps, à 5 ou 6 endroits du monde différents, filmant des choses différentes, mais tournant en même temps. En fait, ce qui est étonnant, c'est que aucun membre de l'équipe n'a pu tout faire. Et ni Jacques, ni les autres co-réalisateurs, ni les caméramans, ni moi, on a tous une vision différente finalement de la fabrication du film, parce qu'on a tous des expériences différentes. Moi, je suis passé d'un tournage à l'autre comme ça, mais d'autres collègues ont enchaîné les tournages différemment, ont fait d'autres tournages, mais ils ont été occupés pendant 4 ans, tout comme moi, mais en ayant d'autres expériences. Ils n'ont pas les miennes et j'ai pas les leurs. Et au final, ça fait un film unique. C'est ça qui est dingue. Exactement. Et alors, donc, tout à l'heure, tu t'y disais aussi, en fait, que ce qui vous intéressait, c'était de montrer des paysages et donc l'imbrication entre les espèces et le paysage. Vous faisiez des repérages aussi des paysages en eux-mêmes. Est-ce que tu participais aussi à ça? Oui, moi j'ai fait des repérages aussi, ouais, effectivement. Et ça c'est un grand moment parce que les repérages tu pars seul, parfois à l'autre bout de la planète et tu sais que tu as un rendez-vous avec tel expert, tel grand professeur d'ornithologie de ce coin-là ou voilà le spécialiste de la bernache à Kourou ou du pélican blanc d'Afrique. Et tu lui as donné rendez-vous à tel endroit au Sénégal, en Sibérie, en Corée et tu vas passer quelques jours avec donc la sommité mondiale sur cette espèce-là qui va pouvoir qui t'ouvre les portes de son savoir quoi.
Moi, je te rappelle, je sortais de l'université, hein, j'étais un jeune scientifique. Voilà, pour moi, je touchais du doigt les plus grands pontes de la spécialité, quoi, hein. Donc c'est quand même une occasion incroyable. Et puis tu les rencontres dans des conditions, eux t'ouvrent les portes de leur jardin secret finalement, de leur terrain d'études. Parfois, ce sont des endroits qui sont vraiment inaccessibles, ou même si c'est des réserves naturelles, des fois même interdits d'accès au public. Donc à chaque fois, c'est des chances incroyables. Des chances incroyables. Quand t'as une vingtaine d'années, t'oses même pas rêver d'avoir ces opportunités-là, quoi. Donc moi, j'ai fait beaucoup de repérages comme ça. J'ai été dans plein d'endroits vraiment improbables. Et du coup, ouais, rien que ça, c'est fascinant. Et puis à la fin du repérage, bah, tu reviens voir l'équipe à Paris, et on décide, ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Filmer des oiseaux, alors évidemment quand ils sont à terre et qu'ils sont en train de faire des choses à terre, manger, dormir ou je ne sais quoi, ok, ça c'est du cinéma animalier classique. Maintenant les Ouais, oiseaux ça vole, donc il ouais, faut forcément les filmer de haut aussi. Ça nécessite du coup des techniques un peu particulières, j'imagine. ouais. Mhm. Euh, Lesquels déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Et une question parallèle à ça, c'est les animaux sont, enfin les oiseaux sont sauvages. J'imagine que pour les filmer, il y a souvent des plans hyper proches. Est-ce que ça veut dire que vous devez les habituer à vous? Enfin, comment ça se passe? Voilà, l'envers du décor de cette approche des animaux. Alors, c'est vrai que Jacques a toujours souhaité euh, la plus grande proximité possible avec ses personnages. Que ce soit, il veut vraiment filmer les animaux comme on a toujours filmé les humains. Et donc, ce qui était voilà, toute sa carrière avant de faire ces films-là, c'était des fictions classiques, hein, avec des humains et des personnages humains. Et la caméra, elle est toujours proche et à hauteur de regard des personnages humains, des hommes et des femmes qui sont filmés. Et ben, quand il s'est mis à filmer des insectes ou des oiseaux ou des dauphins ou des loups, c'est exactement la même philosophie pour lui. Il veut surtout pas se mettre à un endroit et puis regarder de loin les oiseaux passer dans le ciel, quoi. Surtout pas. Donc, toute la problématique, c'est comment faire pour que, quel que soit le comportement de l'animal suivi, donc en l'occurrence les oiseaux, là pour le peuple migrateur, et ben la caméra elle est toujours proche d'eux. Pourquoi cette proximité? Parce que c'est cette proximité qui transmet à travers l'image et à travers l'écran dans la salle de cinéma, c'est ce qui transmet l'émotion, et c'est ce qui suscite l'empathie. Tu vas avoir de l'empathie pour cet oiseau euh, qui dépense beaucoup d'énergie à survoler l'Himalaya. Hein, c'est pas rien de survoler l'Himalaya quand on est un oiseau qui fait 3 kilos. C'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant, on risque sa vie parce qu'il y a des tempêtes, il y a des tempêtes de neige, il y a des vents contraires. Voilà, c'est une vraie épreuve de vie. Et ben pour qu'on la ressente dans notre chair, nous spectateurs, bien installés dans la salle de cinéma, il faut qu'on ait froid avec eux, il faut qu'on ait peur pour eux, qu'on soit fatigué pour eux. Et pour ça, il faut que la caméra soit proche d'eux, elle soit toujours dans leur regard. Alors ça c'est le principe de base. Ok, c'est un principe sympa, mais comment t'envoies une caméra à 8000 mètres d'altitude au-dessus de l'Himalaya pour être dans le regard de la bernache à tête barrée, de l'eau à tête barrée, pardon, qui survole l'Himalaya et qui en chie, quoi. C'est facile à dire, mais comment tu le fais? Alors, comment on le fait? C'est qu'il y a à la fois deux techniques. Il a fallu qu'on développe des engins motorisés qui ultra légers. Donc à l'époque, il n'existait pas de drone. On est parti sur des engins, des ULM. Je sais pas si tu vois ce que c'est des Ouais, ULM. bien sûr. Voilà, c'est une aile de Delta avec un petit chariot en dessous et un moteur de tondeuse à gazon, quoi, tu vois, qui fait beaucoup de bruit. Et Bah, attends, ça veut dire que voilà. c'était piloté par des hommes? Et voilà, donc là c'est piloté par des hommes. Donc il y a un homme, enfin un pilote qui embarque un caméraman. Donc voilà comment on est dans les airs avec une caméra le plus léger possible. Après, il faut qu'on puisse quand même s'approcher des oiseaux. Euh, il faut qu'on puisse s'approcher des oiseaux, et pour ça, on a utilisé le principe de l'imprégnation. On n'a pas filmé ces oiseaux-là, ils sont pas sauvages. Ils ont grandi avec nous. Je sais pas si tu connais
le grand biologiste qui a eu un prix Nobel de biologie, Konrad Lorenz, dans les années 70. Il est très connu pour son travail sur les oies et il a montré que le bébé oie, le petit poussin d'oie, il s'attache au premier être vivant qu'il voit quand il sort de l'œuf. En général, dans la nature, il voit sa maman, hein, la maman oie, donc il s'attache à sa maman, c'est normal. Mais s'il voit, s'il se met à voir un chien, un chat, un éléphant ou un humain, et ben il va s'attacher à ce chien, ce chat, cet éléphant ou cet humain. Et donc On le voit dans en le fait, film, tu sais, de Donne-moi des ailes, tu sais, avec Jean-Paul Rouve. voilà. En fait, ce film, le film avec Jean-Paul Rouve de Donne-moi des ailes, raconte exactement l'expérience que nous on a vécue pour faire le film Le Peuple Mais migrateur. donc, tu es en train de me dire que pour tourner, au-delà d'anticiper les briques par rapport aux saisons, blablabla, et les endroits, vous avez Ouais, dû anticiper aussi les naissances. Enfin, c'est-à-dire de vous dire, voilà, vous avez exactement. dû avancer d'un an, quoi. Exactement, il fallait qu'on ait un an d'avance. Incroyable. Et évidemment, ces oiseaux-là n'étaient pas des oiseaux pris dans la nature, c'est des oiseaux qui viennent de parcs, qui viennent du muséum, de zoos. Donc on récupérait des œufs. On a monté en Normandie tout un, tout un laboratoire avec des écloseries, des couveuses et toute une équipe de gens qui ont accompagné les bébés oiseaux à leur naissance. Et les bébés oiseaux, à leur naissance, quasiment, ils éclosaient, ils naissaient sous les ailes de l'ULM, quoi, et au milieu des pétarades de l'ULM. T'es en train de nous décrire un projet dans le projet, je trouve. Enfin, ça, Ouais, je ne ouais, ouais, savais non, pas, mais c'est quoi. pour ça que ça a duré si longtemps. Ça a duré 4 ans, ce film. Ça a été énorme à mettre en place. Et donc, ces oiseaux, ces grues, ces pélicans, ces oies, ces canards, les cigognes, enfin, il y a toute une série d'oiseaux comme ça, sont nés au milieu de l'équipe de cinéma, au milieu des ULM, qui sont devenus leur famille. En fait, ils faisaient partie de la famille. Donc, c'est pas du dressage parce qu'on leur demandait rien de particulier, simplement de vivre leur vie au milieu de nous, quoi. Et donc, comme ça nous permettait d'avoir la caméra le plus proche d'eux. J'ai des petites questions, c'est que en général, dans la vraie vie, ces oiseaux, en fait, ils retournent enfin, par exemple, l'hiver arrive, ils vont à un endroit qui est plus safe, enfin, plus chaleureux, etc. Dans tout le trajet, ils connaissent les points d'eau sur lesquels ils peuvent s'arrêter, mais parce qu'il y a un adulte qui leur montre la première fois le trajet. Exactement, ouais. Là, du coup, vu qu'ils étaient tous nés en même temps, enfin, je pose des questions peut-être naïves, hein, mais qui leur a montré le chemin de cette migration, en fait? Et ben, c'est nous. C'est nous qui la connaissions, cette migration. D'accord, donc enfin, en fait, vous les avez ouais, vraiment éduqués pour vivre leur vie, leur vraie vie sauvage, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, et sauf que comme c'était des animaux dont les parents étaient nés en captivité dans des zoos, des parcs, des laboratoires, du coup, c'est des oiseaux qu'on n'a jamais lâchés. C'est pas des oiseaux qu'on a après lâchés en pleine nature. Ils ont toujours vécu avec nous. Et puis une fois que le film est terminé, ils ont rejoint leurs parents dans tel parc, tel zoo, tel laboratoire. On les a pas lâchés, sauf une espèce. Sauf une espèce, il y a une exception, ce sont les cigognes. Les cigognes blanches, elles se sont tellement bien acclimatées à l'endroit où on avait monté ce laboratoire en Normandie, elles se sont mises à vivre voilà, dans les environs de ce laboratoire. Elles ont commencé à construire des nids sur les arbres autour de cet endroit-là. Et depuis, il y a une population de cigognes blanches, c'est en Normandie, autour de l'endroit où on a imprégné finalement leurs aïeuls, quoi, il y a 20 ans. Il n'y a pas eu de, je sais pas, de problème parce qu'une fois que tu as goûté à cette liberté, ils retournent tranquillement dans leur cage? Alors, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé à la fois à New York avec les Barnages du Canada et au Kenya avec les pélicans blancs. Donc les jeunes oiseaux, les jeunes Barnages du Canada ou les jeunes pélicans partent pour un vol avec leur père adoptif, hein, qui est l'ULM. Et puis en cours de vol, on tourne la séquence. Et puis ils sont décidés de prendre leur liberté. Ils ont quitté en plein vol, ils ont quitté l'ULM et ils sont allés voir ailleurs si j'y suis, quoi. Mais dans les deux cas, ils sont revenus quelques jours plus tard.
Oh, C'est génial. étonnant, hein? C'est Ouais, incroyable, c'est c'est incroyable. c'est vraiment drôle. Ouais. Ok, et alors en termes de tournage, toi, est-ce que tu pourrais, je sais pas, quels sont tes plus beaux souvenirs de tournage? Par exemple, sur le peuple migrateur, j'ai été en repérage au Groenland, dans le parc national du Groenland, qui est sur la côte nord-est du Groenland, qui est le plus grand parc national au monde, et qui est un endroit où il n'y a pas d'humains. Il y a pas du tout d'humains, donc c'est une zone hyper sauvage. Et donc j'avais rejoint là une équipe de scientifiques qui était en autonomie totale, hein, autonomie complète, et parce que c'est l'endroit où nichent les bernaches qui viennent passer l'hiver sur nos côtes. Voilà, mais en été, elles sont pas chez nous, elles sont au Groenland. Et donc, c'était pour voir comment c'est chez elles, pour voir est-ce qu'on allait y faire des images. Et c'est vraiment un endroit qui est vraiment sublime, c'est vraiment magnifique. Faut imaginer je sais pas, la haute vallée de Chamonix, donc avec ses grands pics enneigés, ses glaciers, mais qui est plongé dans la mer, quoi. Donc c'est une série comme ça de grands fjords remplis d'icebergs et de banquises et jaillissant de cette mer, t'as des grands pics enneigés et souvent en été il y a des conditions anticycloniques donc il fait vraiment très très beau. Il y a les lumières du soleil de minuit sont juste sublimes donc la neige, la banquise, on prennent des couleurs dorées, orange, rose. C'est vraiment Tu dois vraiment avoir l'impression d'avoir un moment ultra privilégié, quoi. là, pour le coup, on n'était pas nombreux dans le plus grand parc national au monde. On était peut-être 10, quoi, cette année-là. Donc, t'es vraiment seul au monde. T'es coupé de tout. Waouh. Et puis aussi une sensation que tu sais que tu le vis là une fois, mais que tu n'auras pas l'occasion Ouais, de revenir, en fait. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a un autre endroit aussi qui m'a beaucoup marqué. Là, c'est pour le tournage d'Océan, le film qu'on a fait ensuite, où là, j'ai eu vraiment le privilège d'accompagner une équipe aux Galapagos. Donc déjà, les îles Galapagos, au large de l'équateur, dans le Pacifique, ça fait rêver. Ça fait rêver parce que c'est mythique pour les biologistes parce que c'est l'endroit où Charles Darwin a commencé à poser les premiers jalons de ce qui allait devenir sa théorie de l'évolution. Et c'est en voyant toute la faune extraordinaire des Galapagos, qui est vraiment unique, qu'il a commencé à vraiment réfléchir là-dessus. Donc déjà, j'allais un peu, c'est dans la Mecque des biologistes et évolutionnistes, quoi. C'est là où les idées de Darwin ont germé, quoi. Donc waouh, c'est vraiment super d'aller sur ces traces, quoi. Et en plus, on a eu la chance et l'autorisation par les autorités du parc national d'aller sur une île, parce que les Galapagos, c'est un archipel où il y a plein d'îles. Il y a des îles qui sont habitées, d'autres qui sont inhabitées, des îles qui sont accessibles et d'autres inaccessibles et interdites. Ben, nous, on a eu l'autorisation d'aller sur une île interdite d'accès. Donc, où les animaux, les iguanes marins, les otaries, les oiseaux, n'avaient pas vu d'humains depuis des décennies et des décennies. Donc, et en plus, donc on y était sur un vieux bateau en bois à voile. Vraiment, j'avais l'impression d'être Darwin, quoi. T'étais Comme si l'aventurier, j'étais t'allais découvrir une terre nouvelle et voilà, une exactement. espèce J'étais donc nouvelle. une machine à remonter le temps. Je me retrouvais sur le bateau de Darwin, un vieux bateau en bois à voile, sur ses traces, à un endroit où qui n'avait pas vu d'humain, quoi. Exactement comme Darwin à l'époque, quoi. Et on a passé 15 jours à l'ancre dans une baie dans une baie de cette île, au milieu d'animaux qui n'en avaient rien à faire de nous, et qu'ils avaient absolument pas peur. Tu te rends compte? Voilà, qu'est-ce que c'est que la vie sauvage quand ils n'ont pas peur des humains, quoi? Eh ben c'est possible. Il y a encore des endroits dans le monde où les animaux n'ont pas peur des hommes, et c'est pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Ils sont sur la plage et si il y a une otarie qui veut ta place, elle te pousse, quoi. Et t'es là, tu la gênes et voilà, où elle s'endort à tes pieds, elle ronfle, elle rêve en bougeant comme ça, et elle est contre toi, ou t'as les otaries qui prennent les iguanes marins qui prennent le soleil et qui éternuent régulièrement pour évacuer le surplus de sel qu'ils ont quand ils plongent, mais ils éternuent sur toi, quoi, ou ils viennent se reposer sur le trépied de la caméra. Des fois, on avait la buse des Galapagos, qui est un petit aigle des Galapagos, qui venait se percher sur la caméra carrément. Euh, Vraiment, rien à faire de nous, quoi.
On n'était absolument pas une gêne. En t'écoutant, tu vois, je me dis, est-ce que tu as gardé des souvenirs perso au-delà de ta tête, hein, tu vois, des films, des photos, des... Voilà, c'est déjà ma première question. Ouais, bah, des photos, oui, oui, j'étais équipé, et là, cette fois, on était passé en numérique à ce moment-là. Donc, j'ai pas mal de photos de ça, ouais. Et la deuxième question, c'est toi qui as participé à tout ça, est-ce que c'était pas frustrant de résumer toutes ces images-là en, je sais pas combien, je me souviens plus combien de temps durait le film, mais 1h40, 1h40, 1h42, je alors que crois. toi, Hmm. c'était plusieurs années de ta vie. Et Ah bah, c'était c'est pas clair, c'est frustrant de clair. pas voir ces images-là de l'animal qui se pose sur ton trépied, parce que toi, t'en as vécu des tonnes d'aventures, et en fait, c'est résumé, condensé. Alors, non, parce que, alors, à la fois, pour ces films-là, il y a un making-of, hein, un making-of qui a été réalisé, qui montre un peu les coulisses de tout ça. Et puis, parmi les innombrables heures de rush qu'ils ont évidemment pas employées pour faire le film, on a replongé dedans pour tirer la matière de faire des séries un peu plus documentaires pour la télévision. Et tu vois, dans les rushs du peuple migrateur, on a réussi à en tirer 4 épisodes de 52 minutes, pardon, qui s'appellent Les ailes de la nature. Donc en fait, ces images ont aussi servi à autre chose. Elles ont été vues euh, d'une autre manière que le peuple migrateur, mais elles ont été vues. Pareil pour Océan, pareil pour les saisons. À chaque fois, on plonge dans les rushs parce que c'est vrai que c'est un trésor de guerre incroyable. Exactement. Des centaines d'heures de rush que personne ne voit et qui racontent des choses tout aussi incroyables que le film lui-même, quoi. Donc, à chaque fois, on a eu l'opportunité de pouvoir replonger dedans et en tirer la matière d'autres récits, des récits peut-être un peu plus documentaires, un peu plus didactiques, qui racontent bah, la vie de ces oiseaux ou ces animaux marins Ok, ok. autrement. Bon, alors si on doit avancer sur les étapes du film, vous avez fait le tournage, combien de temps ça dure? Alors pour le peuple Pour le migrateur, peuple migrateur, ouais. ça a duré 3 ans. 3 ans, d'accord, ok. Ça a duré 3 ans. Océan, ça a duré pas loin de 5 ans. Ok, 5 ans de tournage. c'est C'est un énorme. truc de fou. Tu te rends compte, à l'échelle d'une vie, c'est un vrai moment de vie, quoi. T'as passé 5 ans sur les routes et sur toutes les mers du globe Non mais à suivre en les fait c'est animaux pas un marins. boulot, c'est une aventure quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est une aventure. C'est un peu ça quoi. Ok, donc tu termines, pardon de revenir à des trucs bassement matériels, tu termines le tournage et donc après arrive le montage. Là tu Ouais. participes encore à ces phases-là? Oui, 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 je D'accord. participe. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, je suis pas en première ligne, mais je suis très régulièrement sollicité par le monteur et le réalisateur pour qui me demandent mon avis, à la fois par amitié, par les liens amicaux qu'on a tissés au fil de toutes ces années-là, et aussi pour mon expertise. Est-ce que on est sûr de pas raconter d'âneries en mettant tel oiseau dans tel décor ou en faisant se côtoyer telles espèces et telle autre espèce. Voilà, est-ce que le commentaire peut dire ça? Est-ce que voilà, donc je suis très régulièrement sollicité. Et en parallèle de ça, je travaille aux livres qui vont accompagner la sortie du film, à la série déjà. On est déjà en train de travailler en parallèle sur la série. Donc, euh, donc Ok. voilà, il y a plusieurs chantiers à mener de front, quoi. De front, évidemment. Ouais, ouais, ok. On va parler des livres et tout ce qui est autres produits, enfin, d'autres choses que tu as pu faire à côté. Donc, ok, il y a toute la partie post-prod et notamment le montage. La partie promotion aussi, est-ce que ça, tu participes Enfin, moi, j'ai un souvenir d'avoir été à l'UNESCO pour la sortie d'Océan. Voilà, donc tu participes et quel est ton rôle à ce Et ben là, moment-là? tu te rappelles, ce soir-là pour Océan à l'UNESCO, ça c'était une occasion unique parce que c'était la salle de l'UNESCO, c'est quoi, c'était 2000 personnes ou 3000 personnes, un écran gigantesque avec des sommités du monde entier qui étaient là dans la salle. Enfin, Oui, on était là, nous, ouais, ouais, effectivement, ouais. je te confirme. C'est un moment incroyable et des moments comme ça pendant la promotion, on en vit plein parce que pour le peuple migrateur et pour Océan, un peu moins pour les saisons. Mais nos partenaires avaient à la fois le distributeur du film, qui était pour le peuple migrateur, c'était Backfilm, et pour Océan, c'était Pathé.
à la fois les distributeurs et les partenaires, les sponsors, les mécènes du film, organisaient des projections, soit avec du public lambda, soit avec, quand c'est un partenaire, c'est souvent pour leurs clients ou leurs propres partenaires, leurs salariés. Donc il y avait on a fait plein de projections pour le Crédit Agricole, par exemple, au temps du peuple migrateur, qui était le partenaire du film, pour une telle banque ou telle fondation. Et donc on a fait le tour de France et parfois même le tour du monde pour aller présenter le film et rencontrer les publics les plus divers pour présenter le film. Et présenter le film, c'est pas simplement dire trois mots en disant c'est nous qui avons fait le film, bonne projection, amusez-vous bien quoi. Non, c'est et on fait ça évidemment, mais on revient, on donne rendez-vous au public à la fin du film, à la fin de la projection, pour pouvoir répondre à toutes leurs questions et leur raconter les coulisses. Et souvent, c'est des moments qui durent, ces rencontres-là durent tout aussi longtemps que le film lui-même, parce que le film suscite tellement de questions, suscite tellement d'enthousiasme, d'émotion, et les gens, veulent savoir plein de choses. Donc, on monte sur scène avec Jacques, on est là, l'équipe, et on est là pour répondre à leurs questions. Cette tournée de promotion, ça dure plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, on est sur les routes de France ou plus du monde, à passer d'une salle de cinéma à l'autre, et tous les soirs, on projette, on fait notre petit spectacle, on projette le film, on répond aux questions. Et cette rencontre avec le public, c'est hyper, c'est comment dire, c'est énergisant. Tu m'étonnes, je veux bien le croire, quoi. Tu prenais du recul à ce moment-là sur mince, mais quel parcours j'ai fait là? Qu'est-ce qui m'arrive en fait entre mes études et Non, je crois pas, non. Pas vraiment. Non, 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 t'es tellement dans le truc. Tu sais, ça demande une énergie. Tu vas puiser jusqu'à ta dernière énergie, hein, parce que faut le faire hein, tous les soirs, c'est clair. ce truc-là. Donc, non, non, Tu vis le moment présent et tu te poses pas toutes ces questions-là, ouais, quoi. ouais, 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 tout à Est-ce que, fait. puisque votre collaboration a été assez longue avec Jacques Perrin, est-ce que à un moment donné dans le parcours et dans les aventures que vous avez vécues, tu as été à l'initiative d'un sujet de film ou bien finalement, est-ce qu'à chaque fois, c'était quand même à la base, l'idée de départ était celle de Jacques Perrin et ensuite, toi, évidemment, tu as apporté ta contribution ou pas? Est-ce que c'est arrivé que ce soit toi qui amène le projet? Alors clairement, pour les deux premiers, c'est vraiment Jacques. Il est venu. On s'est rencontrés parce qu'il avait envie de faire ce film sur les oiseaux, donc c'est vraiment son envie au départ. Suite à ça, il a vraiment, c'est lui, une fois que le Peuple migrateur est sorti, que ça a été le succès était au rendez-vous, c'est lui qui m'a dit, mais on va pas s'arrêter comme ça, il faut qu'on continue. Et moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un film sur les océans. Est-ce que toi, tu connais quelque chose en poisson et en baleine? Voilà, est-ce que ça t'intéresse de poursuivre l'aventure avec moi sur les océans? Mais ça vient de son envie à lui de faire quelque chose sur les océans. Cet amour des océans, elle remonte à très loin chez Jacques, hein, parce que il a fait pas mal de films qui se passent en mer. Il a développé un amour de la mer à partir de l'adolescence à travers ses films. Il a enchaîné plusieurs films où il jouait des marins où il avait des scènes sur des bateaux et c'est comme ça qu'il a rencontré le milieu des marins militaires, mais aussi des marins pêcheurs. Et il a développé vraiment un amour pour cet univers-là auquel il a voulu rendre un hommage à travers ce film Océan. Donc ces deux films-là, c'est vraiment né de ses envies à lui. Le troisième film, Les Saisons, il est né d'une autre manière. Je vais te raconter, c'est assez amusant. En fait, on venait d'enchaîner deux films, Le Peuple migrateur et Océan, où on avait pendant des années parcouru le monde entier, à tire-d'aile ou en mer, à fond la caisse avec les requins et les dauphins. Et, euh, et un jour dans le bureau, Jacques nous dit, Waouh, bah, dis donc, tout ce qu'on a vécu là, ce serait bien de faire un film à la maison, quoi. Voilà, on arrête de faire le tour du monde, là, c'est trop crevant, c'est des aventures trop énormes. Et si on faisait un film à la maison, dans notre jardin? Ah.
Stéphane, tu peux nous trouver un truc, qu'est-ce qu'on pourrait filmer, un film de nature dans notre jardin à la maison? Bon, euh, donc ça part de cette interrogation-là. Et bon, évidemment, le jardin pour Jacques Perrin, il s'est vite élargi. Et puis sur ces entrefaits, Jacques accepte un rôle dans un téléfilm où il jouait Louis XI à la télévision. Voilà, il renouait avec le métier d'acteur. De temps en temps, il le faisait et ça lui faisait du bien. Il aimait bien remonter sur les planches, d'être devant la caméra. Et donc, pendant qu'on gambergeait sur cette question-là, lui, il allait jouer Louis XI. Et puis, il revient un soir d'un jour de tournage et il me pose la question, mais au fait, au temps de Louis XI, ça ressemblait à quoi la nature en France? Et alors si on remonte un peu plus loin, au Moyen Âge, au temps des Romains, et comme ça, en posant ce genre de toutes ces questions, on s'est rendu compte que au fil des siècles, la nature en France et en Europe n'a pas cessé d'évoluer, et que si on remonte vraiment très loin, de plusieurs milliers d'années, on se retrouve dans une Europe où les humains sont suffisamment peu nombreux pour qu'on retrouve des spectacles naturels aussi époustouflants que ceux qu'on avait filmés en Afrique, en Amérique du Sud, en Antarctique. Voilà, il y avait les mêmes abondances, les mêmes grands troupeaux qu'on trouve aujourd'hui à l'autre bout du monde. Ben, ils étaient là chez nous en France. Par contre, il faut une machine à remonter le temps parce qu'il fallait remonter de 5000 ans, 8000 ans, 10 000 ans en arrière. Et donc ça a été le sujet du film. C'était raconter cette nature époustouflante chez nous, sauf que c'était il y a quelques années en arrière, quoi. Est-ce que tu as eu besoin de suivre des formations, mais là je parle plus cinématographique par exemple, Absolument pas. Je me suis formé sur le terrain. Je me sur le suis tas? formé sur le tas, au contact des équipes techniques et qui des fois étaient vraiment très amusés de mon incompétence et de ma maladresse. Euh, Comme je te disais au tout début, j'avais une culture cinématographique vraiment proche de zéro. J'allais jamais au cinéma, j'avais pas la télévision. Et le langage du cinéma, je ne le connaissais pas du tout et j'avais jamais vu une caméra de ma vie. Et quand j'ai débarqué sur un plateau, tout le monde se marrait. Et pourquoi les gens se marrent? Ah bah oui, tiens, je suis devant la caméra, ils peuvent pas tourner. Non, mais tu vois, c'était des trucs aussi bêtes que ça, quoi. Le Euh, professeur tournesol, tu sais. ouais, un peu, mais bon, et donc j'ai appris sur le terrain, et puis en regardant beaucoup et en posant des questions. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, nos deux incompétences, celle de Jacques et la mienne, se sont complétées. Lui ne connaissait rien à la nature et aux oiseaux en particulier, mais connaissait tout du cinéma. Et moi, je connaissais les oiseaux, mais je connaissais rien du cinéma. Et en fait, toutes les questions qu'il me posait sur les oiseaux, moi, je lui posais autant de questions, mais sur le cinéma. Où est-ce qu'on place une caméra? Qu'est-ce qu'un plan? C'est quoi un rush? C'est quoi le cadre? Voilà, des questions, les questions de base. Moi, j'ai dû les poser. Et, euh, et voilà, et j'ai appris en regardant. J'ai été sur les tournages. Et voilà, je me suis formé comme ça. Et j'ai même à un moment donné pris la caméra. J'ai fait du son. J'ai un peu aussi mis la main à la pâte, techniquement parlant, quoi. Ok, ok. Alors tout à l'heure, tu disais que au-delà du film, il y avait d'autres produits. Alors je sais pas si toi tu les appelles comme ça, mais enfin bon, d'autres activités que tu pouvais mener en parallèle. Donc tu écrivais des bouquins, ça je m'en souviens très bien. Et tu faisais donc ces fameuses séries documentaires en fait dérivées des thèmes des films. Bah, alors pour les séries documentaires, pour la télévision, c'est très simple. J'avais le même rôle Tout à fait. que pour le film. La grande nouveauté, c'est pas les séries télévisées, c'est les livres. Je me rappelle très bien du jour où Jacques me dit, bah, pendant Le Peuple migrateur, tranquillement, on voyait la fin du film approcher. Et voilà, on arrivait vers le bout du planning de tournage. On devait être à peu près 1 an avant la sortie du film. Et Jacques me dit, mais moi je connais bien les éditions du Seuil. Tu voudrais pas écrire un livre pour enfants là? Tu connais si bien les oiseaux, tu pourrais écrire un livre pour enfants là. Moi je convainc les éditions du Seuil d'éditer ton livre.
moi, je me rappelle, je devais avoir une tête ahuri, comme j'ai souvent. Je la vois, en fait, je la vois bien, je la visualise là. Mais de quoi il me parle? Mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive un livre pour enfants? Mais j'avais écrit le livre de ma vie. Il se trompe de personne, quoi. Et c'est ça qui est fou. En fait, Jacques, il n'a pas cessé de me mettre le pied à l'étrier et de me faire confiance. En fait, c'est lui qui m'a introduit dans le milieu du cinéma au tout début. C'est lui qui m'a introduit dans le milieu de l'édition au final. Et si j'y suis aujourd'hui, voilà, tout est né ce jour-là. C'était un truc de fou, inespéré. Jamais j'aurais imaginé faire un truc pareil. Et puis après, je me plonge dans l'aventure d'Océan, j'oublie complètement les livres. Océan, ça, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ça nous a pris 8 ans de notre vie, quoi, un truc de dingue. Et puis voilà, vers la fin, pareil, vers la fin du film, à peu près un an avant la sortie du film, rebelote. Jacques nous dit bon, bah alors, il faudra peut-être. On est en train de réfléchir à la sortie du film et voilà, il faut peut-être des livres qui vont sortir avec ce film. Et c'est comme ça qu'avec mon ami François Sarano, qui était le conseiller scientifique, l'océanographe François Sarano, qui était conseiller scientifique du film, on a imaginé écrire 6 livres. On a produit 6 livres qui accompagnaient le film, la sortie du film. À quel moment dans tout ce parcours-là, tu t'es dit mon métier, il est dans le. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, mon métier, là, ça y est, il est dans l'audiovisuel? Je sais pas, je parle pas forcément de cinéma, mais parce que voilà, tu as produit des séries aussi, donc tu t'es dit ça à un moment donné? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait, parce que par exemple, justement entre Océan et les saisons, il y a eu un petit creux comme ça, le temps de trouver le bon sujet. Il y a eu quelques mois où il y a eu un peu de flottement. Et pendant ce temps-là, du coup, avec d'autres personnes, j'ai écrit des documentaires complètement en dehors de Jacques Perrin, hein. On avait fait avec Thierry Machado un documentaire sur les pandas. On était allé en Chine filmer les pandas. Et puis, de fil en aiguille, avec Thierry, on a imaginé faire ce film dont tu parles, qui s'appelle La Nuit des éléphants, où c'est le premier film animalier tourné de nuit en lumière naturelle, donc sans spot, hein, sans phare, sans projecteur, et en couleur. Donc Thierry avait développé une première caméra qui était suffisamment sensible pour, à la seule lueur de la lune et des étoiles, quand même capter suffisamment de lumière pour pouvoir faire un film, quoi. Et donc on a suivi une famille d'éléphants comme ça, qui migrait elle aussi de Botswana au Zimbabwe en fonction de la saison sèche et de la saison humide, et qui voyageait essentiellement de nuit à la fraîche. Et donc on les a suivis et on leur a raconté ça dans un film qui a été vraiment un très très grand succès, qui a été sorti à Noël 2014, si je me souviens bien. C'est Et sur une chaîne, c'était quoi? sur Sur la la 2, 2, non? ouais, en C'était prime pas. time, avec une super audimat. Voilà, donc ça, c'était en parallèle. Oui, 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 c'était devenu ma vie, quoi. Voilà, ma vie, c'était de. C'est devenu ta vie. On va pas parler de la suite de ta vie qui est aujourd'hui dans le milieu de l'édition, parce que ça fera l'objet d'un deuxième épisode, parce que je t'exploite jusqu'au bout. Je vais te poser des questions peut-être très concrètes sur ton métier, mais bon, ça reste un métier, du coup il faut en vivre. Donc je voudrais te demander quel est ton statut en fait. Quel statut tu avais quand tu travaillais avec Jacques Perrin? J'avais Mhm. deux statuts, le statut d'intermittent du spectacle, puisque j'étais assistant réalisateur. Et j'étais aussi auteur, puisque j'étais auteur à la fois des films, des séries télé et des livres que j'écrivais. Donc une partie de ma rémunération était en droit d'auteur. Donc j'avais deux types de rémunération, des salaires d'assistant réel et des droits d'auteur. Et est-ce que quand tu exerces ces métiers-là, mais je pense pas, mais bon, je te pose quand même la question, tu as des agents, par exemple, est-ce que tu es accompagné, toi? Pas du tout. D'accord, ok, tu es Pas du tout, indépendant. mais c'est peut-être une erreur. C'est vrai que normalement, remarque que si pour la nuit des éléphants, je suis passé par un agent, le même agent que Thierry, le réalisateur. Mais bon, là c'est l'occasion qui a fait le larron. Mais sinon, j'aurais pu effectivement
passer par un agent qui aurait négocié tous les contrats. Ok, en résumé, même si je pense qu'on a un peu compris au fur et à mesure de l'interview, mais qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce métier? Ah, ah. Ce qui m'a plu le plus, bah, il y a plein de choses. Il y a les aventures humaines, parce que au-delà de ce qui ne transparaît pas vraiment dans les films, c'est toute l'arrière-cuisine, quoi. C'est toutes les coulisses. Ces films, ils se sont pas faits tout seuls, hein, et certainement pas, et je les ai pas faits tout seul non plus. J'ai participé, j'étais intégré au sein d'équipes. Sauf pendant les repérages, où les repérages, je les faisais seul, mais finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Sinon, tu fais partie d'une équipe et tu es sur le terrain à vivre H24 avec des équipes, des spécialistes, voilà, à la fois des scientifiques, des techniciens experts. C'était vraiment on avait les meilleurs, les plus grandes pointures, hein, de France et de Navarre, de la machinerie, de l'image, du son. Donc c'est un bonheur de côtoyer au quotidien des grands spécialistes de leur domaine. T'apprends tout le temps, quoi. T'apprends tout le temps. Et puis et de les découvrir dans les coulisses, donc dans le côté très humain, finalement, dans le quotidien parfois le plus prosaïque. Et comme on vivait souvent dans des conditions d'expédition, bah voilà, on partage la tente, on partage la douche, on partage les repas, on galère en même temps quand on est pris dans la tempête, et on grelotte ensemble. Enfin, ça crée des sacrés liens, hein. Donc il y a toute cette dimension humaine. Mais à la différence de la plupart des tournages, c'est que un tournage de fiction, ça dure quelques semaines ou quelques mois. Nous, c'était à chaque fois des aventures qui ont duré plusieurs années, et Jacques a cette particularité qu'il est vraiment fidèle à ses équipes. Et donc, ça a été les mêmes équipes sur les 3 films. Donc finalement, les 23 Hmm. ans que j'ai passés auprès de Jacques Perrin, je les ai aussi passés auprès des 2 autres réalisateurs, des producteurs, des caméramans, des machinistes. C'est comme une grande famille finalement. Après, bah, c'était l'occasion de rencontrer mais ça c'est mon aspect scientifique, c'était euh, d'avoir l'occasion privilégiée de rentrer en contact avec les plus grands spécialistes, et qui parce que je participe à une aventure cinéma qui fait briller les yeux de tout le monde, bah, tout de suite ils se rendent disponibles, et ils se plient en quatre pour que voilà, pour nous passer les meilleures infos, pour que le tournage se passe au mieux. Donc c'est aussi une occasion très privilégiée de rencontrer bah, les plus grands chercheurs, les plus grands penseurs de notre temps, quoi. Donc ça c'est extrêmement formateur, extrêmement enrichissant. À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé changer dans ce métier, dans ce que tu as vécu? Tu peux me dire rien, hein. Ça peut marcher aussi, hein. Ouah, ça c'est la question piège. Enfin la question. T'aurais dû me la poser avant Et, que j'y réfléchisse. oui, c'est ça. J'attends que tu sois bien crevé à la Ouais. fin de l'interview pour te Qu'est-ce que piéger. j'aurais changé? Qu'est-ce que j'aurais changé? Non, j'aurais peut-être, euh, en y repensant a posteriori, j'aurais peut-être dû plus m'attacher au cadre et à l'image. J'ai eu l'opportunité comme je te disais tout à l'heure, de toucher un peu la caméra, mais voilà, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Mais j'aurais dû persévérer, parce que c'est une compétence euh, qui m'aurait été vachement utile aujourd'hui pour réaliser mes propres films, je pense. Ok. Alors, je pose souvent la question en fin d'interview, si tu devais donner un conseil aux personnes qui souhaiteraient exercer le même métier. Alors des gens qui ont une formation comme moi, plutôt une formation scientifique, mais qui voudraient basculer dans l'audiovisuel, ben, je pense que ils ont une chance que j'avais pas à l'époque, qui est que maintenant le matériel pour faire des films est extrêmement accessible. On peut faire des films avec des images et du son de très grande qualité pour un budget vraiment limité, quoi. Ça s'est vachement démocratisé. Euh, et donc c'est pas, donc c'est devenu accessible à tout le monde. Et si un scientifique veut se mettre à faire des films, bah il a plus qu'à, quoi.
Voilà, c'est facile d'avoir une caméra, c'est facile d'avoir un micro, c'est facile d'avoir des disques durs pour stocker toutes les données, toutes les images et les sons tournés. Et il n'y a plus qu'à, quoi, il faut se lancer. Et d'ailleurs, tu as aussi les réseaux sociaux pour diffuser. Enfin, je veux dire, Oui, t'es pas par non exemple. plus Oui, tributaire tout à fait. d'un producteur Et ou des choses comme ça. sans Ok. pour autant oublier que on s'adresse à un public, on fait pas les images que pour soi. Donc on s'adresse à un public, donc on lui fait une promesse à ce public. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'essaye de transmettre aussi, parce que je suis intervenu dans des formations de cinéma animalier, par exemple. Voilà, on fait pas le film pour rester entre soi, on fait le film pour qu'il soit vu par, si possible, le plus grand nombre. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis du public, on lui fait une promesse, on lui dit, OK, tu me donnes de ton temps, tu vas t'asseoir devant ton écran pour regarder mon travail, mon film, mon œuvre. OK, donc j'ai cette responsabilité de pas te faire perdre du temps. Donc je vais te raconter une belle histoire. Ça, c'est souvent quelque chose, on met beaucoup l'accent sur la technique, et parce qu'en plus elle est très accessible, hein, comme je disais à l'instant, ce qui est super. Mais faut pas oublier que la technique, c'est qu'une partie du projet, du film. C'est de l'aventure. Il y a toute la dimension narrative. Il faut pas oublier que voilà, on est là aussi pour raconter des histoires. Ah, dis donc, tu serais pas en train de vendre ta nouvelle activité, dis Et bah donc? si, c'est une magnifique transition. À la prochaine fois. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est parfait, dis-moi. Alors, effectivement, d'habitude, je demande à mes invités de m'expliquer la suite, etc. Bah, du coup, forcément, je vais pas te poser la question parce que la suite, c'est justement de se donner rendez-vous pour un deuxième épisode. Voilà. Donc, bah, je te propose, d'avant de se quitter, que tu me lances le défi des fameux quelques autres métiers que tu souhaiterais que je découvre. Et voilà. Donc, est-ce que tu as pensé à des métiers? Ouais, j'en ai pensé à un, et un truc qui est absolument fascinant, le métier de chasseur de trésors. Ok. Moi, je ne sais même pas que ça existait. D'accord. Tu sais m'en dire plus et comment t'as découvert? Ah bah je te laisse chercher. Ah non, mais je t'ai pas demandé de... Mais toi, comment tu le connais, ce métier-là? Mais je sais bien que tu vas me laisser me débrouiller toute seule. Allez, Non, je vais te donner vas-y. des pistes. Ah, Mon ami dont je parlais tout à l'heure, François Sarano, l'océanographe, m'a présenté un de ses amis qui est un plongeur professionnel, dont toute une partie du métier consiste à remonter à la surface des trésors engloutis. oh mais non, mais c'est pas vrai. C'est super Donc ça. fouiller les épaves avec des amphores pleines de pièces d'or, et ce genre de trucs. Le rêve. Voilà, c'est un métier. Il y a des gens dont c'est le métier. Je ne le savais pas, et grâce à François, j'ai pu en rencontrer un. Toi, tu l'as Et rencontré, cette personne-là? oui, oui, il s'appelle Frédéric Basmayous, et je te conseille Ah de le ben, rencontrer, parce que c'est quelqu'un d'absolument j'ai passionnant. plutôt envie là de ce que tu me racontes. C'est génial. Ok. Et bah alors sacré métier, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est pile dans mes critères. Voilà. Ça a l'air inconnu, méconnu, passionnant. Donc c'est très bien. Ça me va parfaitement. Et ben c'est une bonne Génial. conclusion. Merci beaucoup pour tout ce que Bah, à très c'était bientôt, Julie. passionnant et j'en ai encore appris alors que j'ai l'impression qu'on en avait déjà beaucoup parlé de tous ces sujets-là. Donc comme quoi, voilà. Et je te donne rendez-vous pour le deuxième épisode sur ton nouveau métier. Est-ce que tu peux juste nous donner le titre de ce nouveau métier que tu exerces aujourd'hui? Ah oui, je suis éditeur et directeur de collection aux éditions Actes Sud. Ok, super. Bon, et ben je te donne rendez-vous pour parler de tout ça très vite. Merci beaucoup Stéphane. Je t'embrasse. Ah ouais, Salut, moi aussi Julie. je t'embrasse. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que cette interview vous aura autant fait voyager que moi. Vous retrouverez en commentaire tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact ou suivre l'actualité de Stéphane. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!